Madame, Monsieur, bonsoir. Comme chaque vendredi, Question d'actu s'arrête sur les déclarations phares de la semaine. Un épisode hebdomadaire qui décortique les mots du pouvoir ou des témoins de l'actualité analyse pour nous une sélection de déclarations fortes issues de l'espace diplomatique, politique, économique ou encore social. On explore la mécanique du langage politique, de ses impacts, ses stratégies ou encore ses dérives, mais aussi et surtout ses effets sur l'opinion publique. À travers nos échanges, c'est une lecture critique et plurielle de l'actualité qui se dessine, portée par la parole de celles et ceux qui la vivent, l'analysent et la partagent donc avec vous. Je reçois ce soir deux observateurs qui feront leur lecture des verbatims marquants de la semaine, tant au niveau national qu'international. Un plaisir renouvelé d'accueillir l'écrivain et observateur politique, Rachid Boufouz. Bonsoir. Bonsoir et merci pour l'invitation. Merci à vous de l'accepter. Je rappelle à nos téléspectateurs, en tout cas pour ceux qui ne le savent pas, que vous partagez sur vos pages de réseaux sociaux votre commentaire critique, incisif pour certaines, de vos remarques sur les faits marquants de l'actualité. Bienvenue à vous encore sur ce plateau. Et un plaisir renouvelé aussi d'accueillir mon confrère d'abord. Il est consultant, expert en communication, Bachir Thiam. Bonsoir. Bonsoir Khadija. Bienvenue. Rachid, bonsoir aussi. Bonsoir. Une semaine clairement marquée par la diplomatie, notamment des avancées notables sur le dossier du Sahara. Lundi, briefing au Conseil de sécurité à l'ONU. À son issue, cette déclaration du représentant permanent du Maroc, l'ambassadeur Omar Hilal. Je le cite, « Nous espérons clore ce conflit à l'occasion du 50e anniversaire de la Marche verte ». Fin de citation, dixit ambassadeur Omar Hilal. D'abord, un commentaire aussi sur l'histoire, comme vous êtes un grand féru d'histoire, cher Rachid Boufouz, commentaire sur la symbolique du 50e anniversaire de la Marche verte. Cette symbolique est très forte. Elle va marquer un grand tournant dans ce conflit qui n'avait pas lieu d'être, qui a été artificiellement créé par des puissances à l'époque de la confrontation des deux blocs, par l'Algérie notamment et par la Libye, donc qui nous ont créé des problèmes au niveau de notre territoire qui est le Sahara. Quand on relit l'histoire du Maroc sur les 7 dynasties qui ont gouverné le Maroc depuis l'époque romaine, 4 viennent de ce Sahara. Donc pour nous, ce n'est pas simplement une question de récupération d'un territoire injustement colonisé par l'Espagne de 1884 à 1975, mais vraiment de refaire le lien avec des gens, des hommes, des femmes qui ont toujours été marocains, qui ont été injustement séparés de la mère patrie. Et séquestrés. Et séquestrés surtout pour une bonne part en Algérie. Et d'ailleurs, ça pose le problème aujourd'hui du devenir de ces populations séquestrées. Et je pense qu'aujourd'hui, les grands changements qui sont intervenus sur la scène internationale depuis 2 ans maintenant, et même avant, donc on remonte au premier mandat du président américain Trump, qui avait reconnu la marocanité du Sahara, les déclarations consécutives il y a 2 ans donc de l'Espagne puis de la France, cette année de l'Allemagne, donc font qu'aujourd'hui 2 des 5 membres du Conseil de sécurité des Nations Unies sont pour la marocanité du Sahara et sont pour le plan qui a été présenté par le Maroc comme une proposition de discussion pour finaliser ce problème du Sahara, à savoir l'initiative d'autonomie dans les provinces du Sud. Et je pense que les dernières déclarations du secrétaire d'État américain Rubio viennent confirmer justement, juste avant le passage donc de la délibération au niveau du Conseil de sécurité, donc le biannuel par rapport à cette question. Je pense que ce sont des paramètres aujourd'hui à prendre en compte, très importants, et que la prochaine étape, comme l'a dit M. Hillel, et comme je le crois personnellement, sera vraiment que tous les belligérants vont s'asseoir autour d'une table pour finaliser justement un accord voulu par toutes les parties autour du plan d'autonomie, donc sous souveraineté marocaine.
Alors, l'autre fait marquant, toujours dans ce même dossier du Sahara, c'est cette grande tournée européenne du ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita, avec à la clé, comme pour les États-Unis, une réaffirmation du soutien de plusieurs pays européens à la proposition marocaine du plan d'autonomie présenté en 2007 donc par le Maroc. Alors il y a eu Paris en début de semaine, ensuite Tallinn, capitale de l'Estonie, Chisinau, capitale de la Moldavie, Budapest et enfin hier Madrid. Hier jeudi, le ministre espagnol des Affaires étrangères José Manuel Álvarez déclarait effectivement, rappeler aussi la position de son pays par rapport à cette question du Sahara. L'Espagne considère que l'initiative marocaine d'autonomie présentée en 2007 constitue la base la plus sérieuse, réaliste et crédible pour résoudre ce différend, déclarait le chef de la diplomatie espagnole, M. Álvarez. Et peut-être faut-il aussi le rappeler, donc oui, il y a eu cette position, et un peu, c'est comme si les choses s'imbriquaient naturellement. Un autre événement nous rapproche aussi de l'Espagne, Bachir Thiam, c'est la Coupe du Monde qu'on co-organise avec ce pays voisin. Et aux côtés du Portugal aussi, un commentaire aussi sur cette réaffirmation de l'Espagne et ce que peut faire l'Espagne au niveau européen, voire même à l'ONU, pour plaider en faveur d'une résolution finale de ce conflit artificiel, de cette problématique aujourd'hui du Sahara, mais plus largement pour la région. Oui, je pense que M. Boufous l'a dit, en disant peut-être en filigrane que l'Espagne était là au commencement. Effectivement, l'Espagne était là. Si aujourd'hui l'Espagne est là, je pense que c'est tout à fait normal parce que c'est un processus dans lequel l'Espagne s'inscrit de manière définitive. Et je pense que c'est irréversible cette fois-ci, espérons-le en tout cas, parce que l'ambassadeur Hilal demande, lui, espère en tout cas que d'ici le prochain événement marquant les 50 ans, on y est, c'est 2025-1975, que voir justement ce conflit est résolu et classé par ailleurs, on passe à autre chose. Je me suis amusé à voir un peu combien de Marocains on était en 1975. 15 millions, aujourd'hui on est près de 37 millions. Je pense que ça a doublé en 50 ans aussi. Je pense que ce problème devait être déjà derrière toute cette population aujourd'hui qui est active, qui est aux affaires au Maroc et un peu partout dans le monde. L'Espagne peut jouer ce rôle, justement, ce rôle d'abord parce qu'il est à l'origine du problème, ce rôle de voisin immédiat, sa place dans l'Union européenne déjà. Donc l'Espagne peut être influente, même si elle ne siège pas par ailleurs au Conseil de sécurité de l'ONU, peu importe, mais l'Espagne est aujourd'hui un grand pays d'Europe en tout cas, qui peut donc influencer d'abord l'Union européenne, par-delà donc arriver à l'ONU. Je pense que c'est là où le débat se tient. Et le Maroc, qu'est-ce qu'il propose de plus simple pour résumer ça, je crois? C'est une solution politique réaliste, pragmatique et durable. Simplement ça. Je pense que par ailleurs... Et durable. C'est important. Ça, c'est très important. La durabilité de la solution. Mais sinon, toutes les formulations diplomatico-politiques peuvent aussi noyer le problème. La solution du Maroc, c'est vraiment une initiative marocaine accordant une large autonomie, il l'a rappelé aussi, je pense, qui est soutenue par les États-Unis depuis 2020. Quand Donald Trump, le président Trump, avait soutenu ça de manière publique et inattendue, tout le monde avait dit, tiens, les suivants vont l'enlever. Son prédécesseur est venu, c'est resté. Je pense que, bon, ils ne sont pas vraiment pro-marocains, mais ils ont soutenu la solution du Maroc parce que c'est celle-là qui paraît, en tout cas aux yeux du monde aujourd'hui, le monde sérieux, bien évidemment, qui est plus, en tout cas, concevable et puis plus acceptable par tout le monde, quoi. Par tout le monde et aussi, on l'a vu, les efforts diplomatiques finissent par payer. Hier, le ministre hongrois des Affaires étrangères, ou plutôt c'était mercredi, déclarait, bien sûr, il y a eu une réaffirmation aussi de la position de la Hongrie que la solution marocaine reste la base pour régler ce différend régional et d'ajouter, et là, c'est intéressant de s'arrêter sur cette déclaration, les services consulaires de l'ambassade de Hongrie à Rabat couvriront dorénavant aussi les provinces du Sud avec Lyon et Dakhla dans leur champ de compétences. Fin de citation du ministre hongrois des Affaires étrangères, Péter Szijjártó. Rachid Boufous, ce geste dans le contexte des relations entre le Maroc, la Hongrie et l'Union européenne, sa signification, comment aussi les Marocains perçoivent-ils ce genre de déclaration? Je suis très curieuse d'entendre votre point de vue sur ce qu'en pensent finalement les Marocains quand ils lisent
cela dans la presse et sur les réseaux sociaux? Écoutez, nous, les Marocains scrutent avec beaucoup d'attention tout ce qui se passe au Sahara depuis le début du conflit, parce qu'une grande part des Marocains d'ailleurs sont partis, et 350 000 Marocains sont partis en 1975 pour libérer ces territoires à l'appel de feu Sa Majesté Hassan II lors de la Marche verte, mais aussi énormément de Marocains ont laissé leur vie sur ces territoires, notamment en défendant notre intégrité territoriale. Donc c'est quelque chose qui touche les Marocains dans leur chair, dans leur sang, dans leur famille. Et donc c'est quelque chose qui est très important pour eux. D'ailleurs, quand ils voient, on revient de très longues années difficiles sur le plan diplomatique. Vous vous rappelez, dans les années 80, quand il y a eu l'admission de la fantomatique République sahraoui à l'OUA, le choc que ça avait provoqué à l'époque chez les Marocains. Et depuis cette époque-là, nous n'avons cessé, enfin les Marocains n'ont jamais cessé de porter une attention particulière à ce conflit, parce qu'il les concerne, parce que, encore une fois, c'est une partie de leur terre. Et pendant très longtemps, nous avons souffert d'une hypocrisie internationale, de beaucoup de puissances qui, effectivement, commerçaient avec le Maroc dans les provinces du Sud, notamment dans le secteur de la pêche, sans pour autant ne reconnaître donc cette souveraineté sur le territoire du Sahara. Mais toujours est-il qu'aujourd'hui, la vérité triomphe. La vérité du développement. Vous connaissez bien les provinces du Sud. Moi, ça fait 25 ans que je travaille donc dans les provinces du Sud. J'ai travaillé dans toutes les provinces, pratiquement dans toutes les communes du Sahara. Donc, je connais particulièrement la population. Et je vois et j'ai vu ce que le Maroc a investi en milliards de dollars, en infrastructures. Je vais souvent, pratiquement une fois par mois, à l'Ayoun. L'Ayoun n'a rien à envier à l'une des plus importantes villes, par exemple, d'Algérie. Vous avez l'eau 24/24, vous avez des espaces verts qui n'existent peut-être pas dans la plupart des villes d'Afrique du Nord. Donc, il y a énormément de choses qui ont été faites par l'État marocain depuis 50 ans. Mais ce qu'il faut toujours rappeler, c'est que les richesses que nous contestent beaucoup les cours européens de justice, etc., comme quoi les richesses du Sahara ne profiteraient pas aux populations, je vous affirme que toutes les richesses du Sahara, sans exception, profitent aux populations du Sahara, que tout ce qui la démocratie locale est gérée par les enfants du Sahara, c'est-à-dire les communes du Sahara, les régions du Sahara, et aussi les richesses du Sahara. Donc toutes les autorisations d'exploitation sont aux mains des populations marocaines originaires donc, du Sahara. Donc, mais je pense que les gouvernements successifs marocains ont péché par beaucoup trop d'assurance et pas assez de communication ciblée, justement pour expliquer toutes ces choses qui n'ont pas arrêté de faire pour développer ce pays. D'ailleurs, les Européens, quand ils viennent au Sahara, se disent « Mais attendez, pourquoi vous ne nous avez jamais parlé de ces choses-là ?» Donc, il y a un souci. Il devait venir pour voir il y a un souci de communication. Et moi, j'invite même les Marocains qui ne connaissent pas ces régions d'y aller pour voir de visu ce que les Marocains ont fait donc pour leurs frères marocains du Sahara en termes de développement. Et encore une fois, je reste très, très optimiste parce que, vu aujourd'hui la reprise en main et la réactivité et la pugnacité de notre diplomatie a montré ses preuves. Donc quand on explique, quand on communique, quand on invite les gens à voir la réalité en face, eh bien, aujourd'hui, les nations qui sont passées de 80 pays qui ont reconnu la race dans les années 80 à moins de 20 États qui aujourd'hui continuent encore à la reconnaître. Donc ça veut dire que dans 1 an ou 2, cette affaire sera terminée parce qu'il y a aujourd'hui une unanimité internationale autour du bon droit du Maroc par rapport à ce dossier. Reste bien sûr... 110 pays bien sûr, soutiennent la position du Maroc. Bien sûr. Donc quand les nations voient aujourd'hui que le monde entier
vient vers la solution marocaine et disent que c'est une solution crédible, que c'est la seule viable pour que les populations puissent administrer leur territoire elles-mêmes, je pense que il faut absolument qu'on continue dans cette tendance à mieux expliquer et surtout pas à convaincre, mais à informer. À informer. Voilà, par des faits historiques et des faits aussi sur le terrain, des faits de développement, notamment avec ce nouveau modèle de développement pour les provinces du Sud lancé par le souverain. Peut-être un mot ou une information complémentaire ou un commentaire complémentaire sur l'élargissement des services consulaires de la Hongrie aux provinces du Sud, avant qu'on passe à notre deuxième verbatim de la... Justement, c'est important parce qu'au fait, c'est de facto, en tout cas de manière pratique, montrer qu'ils reconnaissent, quoi. Simplement, parce que s'ils agissent sur ces territoires-là, ça veut dire qu'ils ne sont plus limités par les territoires supposés qui nous séparaient de ces régions, au fait, de ces provinces. Parce que ça va retrouver toutes les représentations consulaires qui sont déjà sur place. Il y a une trentaine d'Africains qui sont déjà là-bas, une trentaine de pays. On était une fois dernièrement à Darla. Il y a au moins 30 consulats africains qui sont installés. Donc, de fait, ils sont là-bas. Donc, le problème ne se pose plus. Moi, je pense que le souhait de l'ambassadeur Hilal devrait se tenir, devrait se faire, devrait vraiment se faire. C'est un prélude à une reconnaissance politique plus large de la souveraineté du Maroc sur ces provinces sahariennes. Alors, on va passer à l'actualité, toujours, on va rester dans l'actualité nationale, mais de la diplomatie, on va rentrer dans la sphère politique. Ces déclarations du ministre de la Justice sur le code de la famille, sur la Moudouana. La version actuelle du Code de la famille demeure perfectible, notamment en ce qui concerne l'article 49 relatif au régime patrimonial des époux. La réforme en cours ambitionne ainsi de reconnaître la contribution non financière au sein du couple en valorisant le travail domestique comme un apport économique à part entière, à prendre en compte lors du partage des biens et dans la fixation d'indemnités compensatoires après divorce. Fin de citation d'Abdelatif Wehbi. Dans la com politique, comment interpréter cela, Bachir Thiam, cette déclaration de notre ministre de la Justice? Peut-être de deux façons. D'abord, une, vouloir jouer aux pompiers simplement, parce que je ne pense pas que le débat se pose actuellement en ces termes. La femme marocaine depuis... il se pose quand même, surtout quand on parle du régime patrimonial, enfin de cet article 49 qui a fait beaucoup jaser, hein. Vous avez suivi, c'était vraiment, ça a eu l'effet d'une bombe sur les réseaux sociaux. Mais il a été plutôt question d'abord de tout réviser, en tout cas de reconsidérer la femme, aujourd'hui la marocaine, comme le marocain, dans le milieu, en tout cas du couple, déjà, pour commencer. Au-delà du travail, au-delà du milieu du travail, déjà dans le couple, donc dans la cellule familiale, que l'homme et la femme aient les mêmes responsabilités, d'abord envers leurs enfants et leurs biens qu'ils ont certainement accumulés ensemble, ou l'un et l'autre, amener. En tout cas, ça forme une famille. Je pense que le débat, il est plutôt là que de dire, on doit reconnaître juste la partie de la femme. Non, l'homme aussi doit être repositionné dans le couple, peut-être, parce que ce qui était l'homme marocain, par rapport à la femme qu'il épouse et puis qu'il forme une famille. Je pense que la démarche n'est plus la même aujourd'hui. Aujourd'hui, le mariage s'est modernisé aussi. Le mariage est accepté par ailleurs au-delà des coutumes ancestrales et qui considère le partage de biens, par exemple. Même si ce n'est pas officiellement signé, on peut décider par nous-mêmes, en tant que couple, de partager nos biens, donc de posséder nos biens à part égale, effectivement. Même après le divorce. Même après le divorce, justement, parce que ça se négocie. Je pense que le ministre est allé trop vite en besogne. Il pouvait peut-être d'abord réviser la position légale de la femme aujourd'hui. Quelle est-elle? Je ne sais pas. Aujourd'hui, quelle est la position de la femme? Et que fait le... Oui, c'est Rachid Boufous, parce que c'est intéressant. Parce que comment, selon vous, on peut traduire concrètement cette reconsidération du travail domestique des femmes, notamment en mesures législatives, politiques publiques spécifiques, ou encore en politique sociale et valorisation économique? Moi, je pense que si ça rentre dans un cadre beaucoup plus général de valorisation des droits des femmes et pour aller vers une égalité, mais au moins vers une équité et vers une justice accrue envers les femmes, c'est un très bon début, une très bonne démarche. J'ai toujours milité pour cela, pour que les femmes aient les mêmes droits, non seulement civiques, mais aussi patrimoniaux, mais aussi en matière d'héritage.
Moi, je milite pour l'égalité dans les termes de l'héritage entre les hommes et les femmes, au-delà de toutes les considérations religieuses aujourd'hui. Il faut que aussi les textes... Sociétales, Rachid Bouffoss. Il y a les considérations religieuses, mais il y a les considérations sociétales aussi. Aussi que les textes religieux s'adaptent aussi à une époque qui est la nôtre, où la femme travaille, où l'homme travaille. Et je pense qu'il est important de donner les mêmes droits fiscaux, les mêmes droits économiques, les mêmes droits sociaux aux uns et aux autres, quel que soit le sexe. Je pense que maintenant, la sortie du ministre de la Justice, elle répond à des problématiques qui sont posées au niveau des tribunaux en matière de qualification de ce travail domestique des femmes qui ne travaillent pas, mais qui ont fourni pendant très longtemps un travail d'administration et de gestion du noyau familial et de la tenue du foyer familial. L'éducation des enfants, c'est un travail à temps plein. Et l'éducation des enfants, parce qu'on l'oublie souvent, l'école c'est le savoir, mais c'est la maison, c'est la maman qui transmet non seulement l'éducation, mais aussi la langue. On apprend toujours la langue, quelle que soit la langue, à travers la maman. Et aussi, c'est elle qui pérennise et qui préserve la civilisation marocaine. Donc, toutes les coutumes que nous avons dans tous les domaines, c'est-à-dire liées à la gastronomie, liées à la couture, liées à des choses comme ça, ce sont les femmes au foyer qui les transmettent à leurs filles, qui les transmettent aux générations futures. Donc, c'est très important que cette position de la femme qui ne travaille pas, qui est donc au foyer familial, soit reconsidérée pour une meilleure revalorisation et une meilleure place dans la société. Bon, alors on finit avec un mot de sport et actu ballon rond avec ces déclarations de sélectionneurs de nos lions de l'Atlas, Walid Regragui, sur un programme espagnol qui dit, quand même, une déclaration assez forte, si nous ne gagnons pas la CAN, je partirai. C'est le défi que je me fixe. Fin de citation. Béchir. Oula. Commentaire. Il a mis la barre très haut, ça c'est clair. Bon, c'est en même temps peut-être normal parce que je pense que le Maroc, en tout cas ce Maroc-là, ne peut justifier son rang aujourd'hui au moins que de gagner la CAN. Au moins, je dis bien. Le Maroc est demi-finaliste de la Coupe du Monde. Et la CAN qui a suivi, le Maroc n'est pas passé au 3e tour. Ça, c'était une grosse déception. Je dis peut-être qu'ils étaient fatigués, mais là, ça s'organise ici. C'est à domicile. Et le Maroc, le niveau qu'il a atteint dans la sphère, en tout cas footballistique mondiale, devrait, s'il ne le gagne pas, parce que je rappelle, le Maroc n'a presque jamais gagné la Coupe d'Afrique des Nations. Il l'a gagné en 76. Non, justement, je vais en venir. 76 en Éthiopie, c'était un tournoi à 8 équipes. Aujourd'hui, on est à 32 nations. Oui. C'est maintenant qu'il faut gagner et c'est une compétition. Ils ont fait ce qu'on appelle la phase finale, quoi. C'est laquelle celui qui avait plus de points, il avait 1 point de plus que la Guinée, il a gagné. Donc c'est pas voilà. Du temps de Faras, que Dieu ait son âme, Mohamed Faras, Filali, Tazi, Hanan, Jariri, Girard, je ne sais pas comment il s'appelait. Bon voilà, ce Maroc-là déjà était puissant parce qu'une année avant, c'est Faras qui était ballon d'or. On a l'impression que le Maroc il est puissant quand on est sur des compétitions internationales. Et il y a cette malédiction de la CAN. Ça serait trop facile bon, de dire ça. Après, c'est pour... Oui, je ne suis pas experte en football, mais c'est ce qui se dit. Est-ce que ce n'est pas peut-être un complexe aussi? Est-ce que le Maroc, dans la tête de ses joueurs, de ses équipes, est-ce qu'ils acceptent qu'ils jouent l'Afrique, quoi? Ou pas? C'est ça peut-être la question aussi. Peut-être qu'ils acceptent de jouer aussi la CAN comme ils jouaient la Coupe du Monde, simplement. Parce qu'on ne peut pas jouer la Coupe du Monde comme ils la jouent et partir en CAN, jouer comme des... Bon, là, du coup, ils ne partent pas. Ah ben voilà. Là, ils vont jouer à domicile. Chez eux, voilà, donc ils doivent la gagner. Donc si Regragui ne gagne pas, qu'il démissionne, ça serait tout à fait normal, quoi. Oui, légitime. Rachid Bouffoss, un commentaire pour... Écoutez, c'est bien, moi je dis souvent que c'est bien de se fixer des objectifs. Bon, maintenant... ce qu'il faut savoir, c'est qu'au lieu de faire des déclarations comme ça qui sont un petit peu à consommation médiatique, qui ne veulent absolument rien dire, parce qu'encore une fois, la décision ne lui revient absolument pas. Il a choisi quand même un programme à très forte audience. Ce qu'il devrait par contre faire, c'est de préparer la relève de l'équipe nationale de football actuelle, parce qu'en 2030, les joueurs actuels de l'équipe nationale
seront assez âgés, confrontés aux jeunes de la Coupe du Monde 2030. Donc il faut absolument une relève dans le même sillage, avec la même performance et le même spectacle que nous ont offert les joueurs de l'équipe nationale durant la Coupe du Monde du Qatar. Maintenant, bon, tout ce que je souhaite donc, à l'équipe nationale, c'est d'aller le plus haut possible en Coupe d'Afrique, parce qu'il faut savoir encore une fois, la Coupe d'Afrique est une coupe qui est très physique, alors que la Coupe du Monde est une coupe très technique. Donc, il y a beaucoup de... Bon, ça tombe bien, on va jouer au Maroc, donc ça va peut-être nous aider un peu plus, parce que nous avons aujourd'hui l'un des meilleurs publics au monde, donc pour encourager notre équipe nationale. Tout ce que je leur souhaite, c'est une très grande victoire en Coupe d'Afrique. Inch'Allah. Voilà. Et en Coupe du Monde. Inch'Allah, bien sûr, bien sûr. Mais on commence déjà par la Coupe d'Afrique des Nations. Mais on est bien parti, moi je pense que... Alhamdulillah. Restons positifs. Merci beaucoup Rachid Boufous. C'était réellement très enrichissant d'échanger avec vous sur ces sujets et surtout ces déclarations d'actualité. Merci à vous aussi, Bachir Thiam. Toujours un plaisir. C'est la fin de cet épisode consacré au verbatim phare de la semaine. Merci de l'avoir suivi et pour votre fidélité à notre émission et à notre chaîne Médien TV. Je vous souhaite une excellente soirée à tous.